Aujourd'hui, épisode très spécial sur la chaîne. eBay m'a lancé le défi de trouver et de préparer un véhicule dans la limite d'un budget de 5 000 €, tout compris. Tout compris, ça veut dire achat de la voiture, des pièces et préparation du véhicule. Alors vous me connaissez, sur la chaîne on a le souci de l'économie et on aime trouver les bons plans. Alors je suis certain qu'on va largement réussir à relever ce défi. Et vu qu'on est en collaboration avec eBay, on va jouer le jeu à fond et voir si on peut trouver tout ce dont on a besoin uniquement chez eux. Pour ce qui est de la préparation, eBay m'a laissé carte blanche et sans surprise, je vais opter pour une préparation aventure. Mais avant ça, on va faire les présentations. eBay, c'est une plateforme qui met en relation vendeurs et acheteurs dans le monde entier, et ça depuis sa création en 1995. Sur la catégorie auto et moto, les vendeurs sont essentiellement des professionnels. Avec 24 millions de pièces disponibles, c'est l'unique généraliste pour les pièces détachées neuves ou de réemploi, que ce soit pour la catégorie auto ou moto. Tu l'auras compris, tu peux donc trouver dans leur inventaire du neuf comme de l'occasion, et ça pour tout type de véhicule, qu'ils soient récents, anciens, thermiques, électriques, entrée ou haut de gamme, il y en aura pour tout le monde. Allez, maintenant au boulot, on a un véhicule à trouver. Pour ce nouveau projet, j'avais envie de repartir sur un 4x4. Et ça tombe bien parce que l'un d'entre vous vous laisse séparer de sa Jeep Grand Cherokee WJ équipée du fameux 4 litres, 6 cylindres en ligne, boîte auto, moteur réputé incassable. Alors bien sûr, si toi aussi tu veux te préparer un véhicule pour l'aventure dans un budget de 5 000 €, tu vas avoir du mal à trouver un 4x4 roulant ou en bon état. Et donc bien évidemment, ce Grand Cherokee n'est pas tout frais, du haut de ses 340 000 km et nombreux problèmes. Je l'ai ramené sur plateau, tout simplement parce qu'il démarrait pas, et j'ai déjà changé hors caméra la pompe à essence qui donnait plus aucun signe de vie et ses bougies d'allumage. Et maintenant qu'il redémarre, on va enfin voir ce qu'il a dans le ventre. Et je peux déjà te dire que je suis pas au bout de mes surprises. Ok, ça tourne pas fort mais ça tourne. Je suis à fond. Là je suis à fond. Ah, t'as vu, elle fait n'importe quoi avec la boîte, elle vient de rétrograder à fond. La boîte elle donne des à-coups, ça fait n'importe quoi. Au neutre, il n'y a plus de problème, ça tourne correctement. À part que ça ratatouille, il y a des ratés d'injection. Bon allez, on va la rentrer avant de tomber en panne. Je suis à fond. Et voilà, on a calé. Mais on est rentré. Allez, on va la pousser, hein. Je suis rodé de toute façon. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard. Je viens de faire un check-up général de la Jeep. Suivez-moi, on va voir ce qu'il y a au programme. Alors, premièrement, on va essayer de résoudre la panne de la Jeep. Donc, comme tu l'as vu, on a un problème au niveau de la boîte auto qui est apparemment connu chez Jeep. Ça m'a pris pas mal de temps de trouver d'où ça venait. Et en fait, donc sous le carter de boîte de vitesse auto, on a accès aux solénoïdes et aux électrovannes. Donc il va falloir que, selon un tuto YouTube, il va falloir que je dévisse tout ça, le tour des boîtes, que je sorte. Donc on va en profiter pour faire une vidange d'huile. Ça ne lui fera pas de mal. On va aussi changer la crépine et on va changer les pièces défectueuses, à savoir des solénoïdes, des ressorts, etc. C'est une opération que j'ai jamais fait. Une boîte auto, je ne connais pas du tout. Et donc normalement avec ça, on résoudra la panne et tout est lié apparemment avec cette gestion globale de solénoïdes. Et ensuite, on pourra attaquer la révision. On va faire aussi la boîte de transfert, élément quand même crucial de la transmission, et les ponts. En plus, on a l'air d'avoir des fuites. On va également changer filtre à huile du moteur, filtre à air, filtre à essence qui doit être là-bas. Il est juste là au niveau du réservoir. On a aussi le radiateur à changer. Comme tu peux voir, il est dans un sale état, mais surtout, il est fissuré. Voilà, tu vois ici, on a une espèce de micro-fissure et quand j'appuie sur la durite, eh bien ça suinte. Donc on va changer le radiateur et pour terminer, on va changer cette courroie qui m'a l'air assez vieille et ce serait dommage qu'elle casse au moment du premier essai. Maintenant, la troisième étape, ça va être la préparation. Alors au niveau de la prépa, on va faire quelque chose de simple et efficace. Premièrement, pour respecter le budget et deuxièmement, les Jeepers le savent, ce modèle, il est difficilement préparable à cause de la manière dont il est conçu.
On ne peut pas rehausser de plus de 50 mm sans mettre un kit de tirant rallongé, etc. Il faut tout changer, vraiment c'est compliqué. Donc on va partir sur une rehausse de 50 mm. Ensuite on va prévoir 4 pneus tout-terrain de dimension supérieure, ce qui va nous permettre de gagner en garde au sol et d'avoir une meilleure motricité. Troisièmement, je vais commander 4 élargisseurs de voie pour remplir un peu tout ça, parce que là ça fait un petit peu véhicule de vie alors que je veux un véhicule d'aventure. Et pour finir la préparation, si j'ai le temps, j'installerai un schnorkel. Donc c'est une prise d'air au niveau du toit qui permet d'avoir de l'air frais au moteur, même si le véhicule est sous l'eau, et donc ça évite de casser le moteur. Et bien ça y est, on a fait le tour. Maintenant, je vais pouvoir commander les pièces. Allez, on se retrouve sur mon PC du coup pour la commande des pièces. Tu as deux possibilités. La première, c'est à l'ancienne dans la barre de recherche. Et la deuxième, c'est la fonctionnalité Mon Garage. Donc, il te suffit de rentrer l'immatriculation de ton véhicule et eBay va te sélectionner toutes les pièces qui sont compatibles avec ton véhicule. Hop, bon, on est un peu plus tard et ça y est, tout est là. Donc tu vois, on a un petit panier à 2200 €. Alors en bas, on a les pièces d'entretien, donc le kit de filtre à air, essence, huile, la courroie d'accessoires, radiateur, le kit de réparation pour la boîte auto, il y a les solénoïdes, il y a tout ce qu'il faut. En plus, trouver des pièces comme ça, hyper spécifiques sur eBay, bah chapeau. Chapeau à eBay. Ensuite, l'huile pour la boîte de vitesse, vu qu'on va déposer le carter. Et pour ce qui est de la préparation, donc j'ai trouvé un kit de rehausse avec 50 mm de cale et des amortisseurs. 9. Ensuite, pour les pneus, j'en ai pris 4. C'est du 245/70 R17. D'après les forums, c'est la plus grosse taille de pneus qu'on peut monter sans que ça arrache les pare-chocs. Les élargisseurs de voie, c'est pas du tout cher pour 4 élargisseurs. Et un petit kit de schnorkel pour un tout petit peu plus de 100 balles. Franchement, tu peux pas faire mieux. Allez, c'est parti. Je vais me commander tout ça et on se retrouve dans quelques jours pour la réception des colis. Allez, on est quelques jours plus tard, 6 pour être exact. Tous les colis sont arrivés, ça a mis entre 2 et 6 jours à arriver et on va enfin pouvoir attaquer le chantier. Alors comme prévu, on va attaquer par résoudre la panne, donc la boîte de vitesse automatique, et normalement là-dedans il y a tout ce qu'il faut pour résoudre ce problème. Alors ça c'est les joints du carter de boîte. Ici on a la crépine, donc c'est le filtre en fait à huile qui est en papier apparemment. Et là, on a tout ce qui est solénoïde. On suit la procédure bêtement et ça devrait bien se passer comme ça. Alors première étape, il faut que je vidange l'huile. Normalement, c'est très simple, il y a un bouchon de vidange. Et vu que c'est pas très bien foutu sur ce modèle, il faut simplement déposer le carter d'huile et éviter comme tu peux de t'en prendre plein la gueule. Ah, je m'en sors pas trop mal. Ça va, ça aurait pu être largement pire. Je retire l'ancien joint de boîte qui a l'air bien cuit. Ici, on a l'aimant qui est censé récupérer la limaille de boîte auto. Comme tu peux voir, c'est plutôt correct, il n'y en a pas plus que ça. On va faire un petit coup de propre avec un coup d'essence. Et je vais en profiter pour récupérer ce petit POC. Je dépose l'ancien filtre à huile. Je débranche les cosses, je dépose le solénoïde et tout ce qui va avec. Ah ouais, super! Voilà, on va faire un petit coup de propre et on va pouvoir remonter les pièces neuves. Et pour le remontage, c'est la même opération mais dans le sens inverse. J'installe le filtre à huile neuf. L'aimant est nettoyé, on peut poser le joint neuf et remonter tout ça. Je vais pouvoir remettre l'huile de boîte neuve, donc la préconisation c'est de la Mopar ATF plus 4 à jauge à huile. Tant qu'on est dans les vidanges, on va continuer par la vidange moteur. Et là, on peut dire que c'est bien fait. Ça coule tout seul, proprement, il n'y a rien à dire.
Ensuite, j'utilise cet outil, c'est mon outil préféré pour les filtres à huile. En fait, plus tu desserres, plus ça va serrer le filtre et avec ça, tu es sûr qu'aucun filtre ne te résiste. Allez, nouveau colis, on a la courroie accessoire, le petit filtre à essence, le filtre à huile et le filtre à air. Pour le filtre à huile, je remets toujours un petit filet comme ça sur le joint pour éviter que ça sèche. Alors c'est quelque chose qu'on m'a appris, je ne sais pas si ça a une vraie utilité, mais du coup, bêtement, je fais toujours comme ça, avec un serrage uniquement à la main pour qu'il ne soit pas trop compliqué à défaire la prochaine fois. On remet le bouchon de vidange et maintenant je vais pouvoir remettre l'huile neuve. Dans mon stock, j'ai de la 1040 de chez Motul, mais tu peux également la trouver chez eBay sans problème. Changement du filtre à air. Oh, il était neuf. Nickel. Du filtre à essence. Bon là, faut dire que je t'ai pas filmé la galère parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Mais les tuyaux étaient grippés de chez grippés, j'ai mis 20 minutes à les sortir. On va reprendre avec les vidanges et cette fois-ci les vidanges de pont. Alors comme tu peux voir, c'est encore pas très bien foutu chez Jeep. Il faut déposer tout le tour de pont pour ensuite défaire la coquille et laisser l'huile couler. Elle est belle. Chez Land Rover par exemple, il y a un bouchon de vidange et c'est quand même beaucoup plus simple de faire une vidange. J'ai rarement vu ça. Plutôt joli là-dedans. Bon, je vais m'occuper un peu de cette coquille de pont, je vais la piquer avec mon marteau de soudure pour faire sauter toutes les écailles de rouille. Ensuite un petit coup de nettoyant frein et un petit coup de Rustol pour stopper la rouille. Voilà, je nettoie le plan de joint comme je peux avec une lame de rasoir. Et j'applique le silicone pour faire étanchéité. Ok, allez, on y va. Et je répète l'opération pour le pont avant. Ensuite, je sors ma seringue et on va pouvoir remettre l'huile neuve dans les ponts. Et on remplit tout simplement jusqu'à débordement. Au niveau de la boîte de transfert, je ne l'ai pas vidangée. J'ai simplement contrôlé le niveau et la qualité d'huile par le bouchon du haut et vu que tout était ok, j'ai laissé comme ça. Ensuite, je m'attaque au changement du radiateur et pour commencer, il faut le vidanger. Et la même chose, comme d'habitude, ça coule de partout, c'est un petit peu le bordel. C'est pas très bon. Et ça pique les yeux. L'ancien, le neuf, il n'y a pas photo. Alors, petite pause radiateur et j'en profite d'avoir un petit peu de place pour changer la courroie accessoire qui relie l'alternateur, la pompe à eau, la clim, le vilebrequin, le galet enrouleur, le galet tendeur et c'est à peu près tout. Donc là c'est pas compliqué, cliquez un demi-pouce, on détend, on retire la courroie. Hop là. Neuf, ancien. Et on peut la réenquiller. Alors ça peut paraître très simple comme ça, mais en fait elle fait tellement le serpentin que j'ai mis plus de temps que prévu et je me suis aidé d'un petit schéma. Hop là, on reprend avec le radiateur. Et une fois qu'il est en place, je peux remonter tout ce qu'il y a autour avec les durites de refroidissement. Et pour optimiser son refroidissement, je vais le remplir avec du liquide de refroidissement mélangé avec un peu de Mocool de chez Motul, ce qui va améliorer son échange thermique. Et ça y est, l'entretien du Grand Cherokee est officiellement terminé et maintenant on va pouvoir passer à la troisième étape, la préparation. La préparation qu'on va faire, pour moi, c'est vraiment la préparation de base du 4x4. Quand je dis de base, c'est pas négatif, c'est même positif. Pourquoi? Parce que c'est une prépa qui va permettre au Grand Cherokee de garder son confort routier tout en gagnant en performance en tout terrain. Et donc, si tu cumules les deux, eh bien, ça va te permettre également de faire du raid où tu veux. Donc voilà, c'est vraiment la prépa de base qui va te permettre de tout faire et de continuer à utiliser ton véhicule dans toutes les conditions et ça, c'est super cool. Et on va commencer la prépa avec ce colis. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans?
Ok, donc ça c'est le kit Rhéos. On a les cales de 50 mm à mettre entre les ressorts et la caisse. Et ici, on doit avoir les 4 amortisseurs neufs. Alors bien évidemment, les amortisseurs, c'est pas ceux d'origine. Vu qu'on a des cales de 5 cm, eh bien les amortisseurs, théoriquement, font 5 cm de plus si on est sur un kit de bonne qualité. Bon, on a tout ce qu'il faut. On va commencer par démonter ce qu'il faut démonter. Et ensuite, on pourra enquiller les pièces neuves. Ça y est, les 4 roues sont démontées. Là, c'est les pneus neufs que je viens de recevoir. Comme tu peux voir, il y a une belle différence de taille, 4 cm de diamètre. Et j'envoie tout ça chez un ami qui est équipé d'une machine à pneus. Vu que je peux pas le faire, c'est des jantes à lui. Allez, maintenant, je m'attaque à déposer tout ce qui est ressort amortisseur. Et pour ça, il faut aussi que je dépose la barre stabilisatrice qui va me gêner sinon au niveau du débattement. Allez hop, la morteau d'origine, ça dégage. Maintenant, j'utilise mon vérin de fosse pour lever le côté droit du pont, ce qui va me permettre de baisser plus facilement le côté gauche et donc retirer le ressort plus facilement. Ensuite, je dépose l'anti-vibration qui empêche les vibrations du ressort de remonter dans la caisse. Et j'installe entre lui et la caisse la cale de Rhéos. Maintenant, je peux remonter la barre stabilisatrice et installer l'amortisseur neuf. Alors, petite comparaison et déception pour moi, l'amortisseur que j'ai reçu fait la même taille que celui d'origine et c'est un peu dommage pour un kit plus 50 mm. La Rhéos arrière est terminée, maintenant je peux passer à l'avant et c'est la même procédure. Personne n'est mort. À l'avant, les ressorts sont plus raides et plus longs. Et donc pour les comprimer, j'utilise une sangle à cliquet, ce qui permet de les remettre en place plus facilement, surtout avec les cales de 5 cm qui rendent l'application difficile. Et ça y est, je viens de terminer de poser les 4 amortisseurs, les 4 cales. C'est vraiment un plaisir quand tu es équipé avec le pont, le vérin de fosse. Reprise de la mécanique qui fait très plaisir. Ça aide énormément également d'avoir des pièces déjà étudiées pour le véhicule. Il n'y a pas de construction, donc voilà, tu démontes, tu mets en lieu et place. Ça va bien. Mon seul regret, comme tu l'as vu, c'est d'avoir reçu des amortisseurs avec des longueurs d'amortisseurs d'origine alors qu'ils sont livrés avec des cales de 5 cm. Un petit peu déçu, mais bon, j'aurais dû faire attention, regarder un petit peu avant, prendre les mesures des amortisseurs d'origine pour pas me louper là-dessus. Bon, ça c'est pas grave, c'est un détail. Maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Donc ici, j'ai mes petits élargisseurs de voie. Voilà, donc ça, comme je te disais, ça c'est purement du tuning, hein. Voilà, donc ça se met ici, ça vient entre le disque et la roue, et donc le but c'est d'élargir la largeur des voies. Et moi, comme je te disais, je voulais juste que le pneu vienne affleurer l'aile ici pour donner un petit côté un peu plus agressif. Allez, ça c'est fait, et maintenant on va pouvoir enfin terminer par le montage des pneus. Donc comme tu peux voir, je les ai déjà fait monter sur les jantes d'origine. D'habitude je le fais moi-même, mais quand c'est des jantes acier, parce que les jantes alu je les raye avec mon levier qui est en acier. Là ça va être beau, ça va gripper. Bon, t'as vu, j'ai joué l'Amérique jusqu'au bout. Ça change de 205. J'ai pas dit que c'était mieux, j'ai dit que ça changeait. Terminé. Ouais, pour moi, les 5 cm, on croirait qu'ils sont d'origine. Là, on a un look de Jeep qui devrait être d'origine. C'est pas mal. Là, ça commence à me plaire. Et dernier colis de chez eBay, le Schnorkel. Alors pour les Schnorkel, il y a les entrées de gamme, toujours à 100 € et les hauts de gamme autour de 400 €. Moi, j'ai toujours pris les modèles à 100 € et j'ai jamais été déçu.
et bien évidemment le plan de montage. Alors première étape, je découpe le patron et je le positionne sur le schnorkel pour vérifier que les trous correspondent bien aux trous du schnorkel. Une fois que ça c'est fait, il suffit de poser le patron sur l'aile et faire les trous qu'il faut faire. Donc on a les trous de fixation et ensuite le trou principal pour l'admission d'air. Pour ça je vais utiliser la grignoteuse de chez Milwaukee. C'est la première fois que j'utilise cet outil et c'est un peu magique. On passe à l'étape pas très drôle mais obligatoire de la dépose du garde-boue qui va me permettre de passer la main dans l'aile pour la fixation du schnorkel. Étape pas très drôle parce que je pète toujours un clip sur deux, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Je dépose la boîte à air d'origine et ensuite je passe en mode bourrin. Là, l'objectif, c'est de faire un trou pour que la gaine d'admission d'air puisse passer dans l'aile et rejoindre la boîte à air. Je dois aussi déposer le vase de liquide de refroidissement qui est dans le passage. Et heureusement, le schnorkel est livré avec un petit kit qui permet de bifurquer et d'éviter la gaine d'admission d'air. Traitement anti-rouille des trous pour éviter que ça rouille sous le schnorkel. Et ensuite, il suffit de l'assembler. Ça y est, le schnorkel est posé et la gaine qui va du schnorkel à la boîte à air aussi. Je peux remonter le garde-boue et maintenant il va falloir relier la gaine d'admission d'air à la boîte à air d'origine. Et comme l'admission d'air vient à droite maintenant, il va falloir que je bouche l'admission d'origine qui est juste ici. Maintenant, je suis en train de préparer la boîte à air d'origine pour qu'elle puisse accueillir la nouvelle admission. On va remonter ça bien comme il faut avec du silicone pour l'étanchéité et des rivets pour la résistance mécanique. Et voilà, et bah, si c'est pas étanche avec ça mon cochon, et tant qu'on y est mon lapin. Je vais en profiter pour boucher l'admission d'origine. Dans les boîtes à air d'origine, il y a toujours des petits trous au fond qui permettent à l'eau de s'évacuer. Et il ne faut pas oublier de les reboucher, il ne faut pas que l'eau puisse remonter par le bas de la boîte à air. Encore un peu, et hop là, et on est bon. Et bah là, si ça fuit, et bah on aurait eu un problème avant ça. Ça c'est fait. Et maintenant, la petite touche finale. Et voilà, terminé. On a une petite surprise, un petit voyant moteur, et donc on va lire ce code P1757. Enfin bref, un grand merci à eBay de m'avoir lancé ce petit défi, ça m'a fait bien plaisir de pouvoir retoucher un 4x4. En conclusion, oui, tu peux faire un projet avec eBay et retaper entièrement une voiture de A à Z, sauf si tu t'appelles Baptiste Pitois et que tu as toujours la crasse avec tes Jeeps. Si ce projet vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Ciao!